Maintenant, on va se plonger dans les minéraux. Euh, donc, allons-y avec peut-être quelques petites définitions. Donc, un minéral, c'est une substance naturelle qui se présente évidemment sous forme de cristaux solides. On a vu avec la précédente capsule qu'il y a une composition chimique qui peut varier, parfois beaucoup, des fois légèrement. Mais généralement, c'est relativement, pour un minéral, c'est relativement défini. Là. Et chaque minéral, évidemment, possède des propriétés physiques spécifiques, comme sa couleur, sa forme. Puis évidemment, c'est ça qui va permettre de le distinguer des autres. Puis aussi de les classifier. On a vu également dans la dernière capsule que les minéraux sont aussi généralement souvent faits de combinaisons de plusieurs éléments chimiques qui vont former une espèce de structure appelée symétrie. Donc c'est un peu ça un minéral. Si on remet ça dans un contexte où là, éventuellement, on va étudier les roches, ben une roche, c'est quoi? Une roche, en fait, c'est un matériel formé d'un assemblage de minéraux. Donc, une roche, c'est un paquet de minéraux ensemble. Et aussi, dans la littérature, ce que vous allez voir des fois comme terme, c'est le terme minérai. C'est en fait un corps un peu plus macro. Donc, un minérai, c'est un corps rocheux là, qui contient des substances minérales. Euh, comme les métaux là, qui peuvent, puis évidemment, qui peuvent être extraits là, pour, un, pour un usage commercial. Donc, ça met un peu les choses dans leur contexte. Dans l'André Mercier, là, peu importe la version du livre que vous avez, il y a la figure que vous voyez ici que j'aime bien. Cette figure-là, elle est intéressante. Hein. Ça montre les étapes, en fait, de la formation d'une roche à partir de ses constituants de base, là, qui commencent par ce qu'on a vu dans la dernière capsule aussi, les ions, jusqu'au produit final qui est en fait un affleurement. Donc, si on reprend un peu le chemin d'un quartz, qui est en fait un des minéraux qu'on retrouve le plus dans la croûte terrestre, on commence par les ions. Hein. C'est là que tout commence, comme on a vu aussi avec les atomes qui forment des ions. Puis les principaux, évidemment, les éléments qui vont constituer un quartz, si on le remet dans son contexte, que vous voyez juste à droite ici, ça va être du silicium, du SiO4, puis de l'oxygène, de l'O2. Donc ça va interagir ensemble chimiquement, ça va former des composés solides. L'oxygène puis la silice sont parmi les éléments les plus abondants également à l'échelle terrestre. Fait que la combinaison des deux, elle est importante pour la formation de plusieurs autres minéraux aussi. Ensuite, l'autre étape qu'on voit juste ici, c'est la structure, c'est ce qu'on appelle la structure cristalline. Donc là, c'est un peu là. Donc les tétraèdres, on l'avait vu dans la capsule un peu notion chimie. Donc là, la première capsule, on était un peu là-dedans. Peut-être pour certains encore, ça reste un peu. Puis écoutez, si c'est le cas, vous viendrez me voir. Là, on essaiera d'aborder ça ensemble pour que ce soit encore plus clair. Là. Mais là, on tombe on tombe vraiment là, dans ce qui va nous permettre de bien différencier les minéraux. Et c'est ce que vous voyez ici qu'on appelle en fait la structure cristalline. Donc cette structure-là provient évidemment lorsque les ions de silice et d'oxygène se combinent ensemble. Puis ça va former en fait ce qu'on appelle une unité cristalline qu'on appelle des mailles élémentaires. Donc, évidemment, vous avez une structure, mais lorsqu'on reconstruit cette structure-là à partir d'arêtes, si on veut, puis qu'on en crée une matrice, on appelle ça une maille élémentaire. Ces mailles-là se répètent d'une manière ordonnée dans un espace. Puis c'est ça qu'on appelle un réseau cristallin. Donc, ça prend tout son sens, là, on va le voir tout à l'heure. Pour le quartz, le réseau il est basé sur ce qu'on appelle une liaison entre un atome de silice puis 4 atomes d'oxygène. Puis ça va former une structure tétraédrique. Puis c'est une organisation qui est à la base du quartz. Pour le cristal, bien évidemment, là, à partir de ces mailles-là, les cristaux vont se former. Le quartz, il se cristallise généralement en hexagone, assez bien défini. Puis les cristaux, dans certains cas, c'est difficile à l'œil nu, mais là, les cristaux du quartz, c'est assez évident. Là. Bon, vous pouvez avoir une loupe, mais généralement, c'est assez évident. Ils possèdent évidemment vraiment des propriétés physiques
particulière, le quartz, de par sa dureté. Il est très dur. Peut-être pas autant que le diamant, mais il est proche. Il est à 7 au niveau d'une échelle qu'on va voir bientôt. Et il se différencie également par ce qu'on appelle des fractures conchoïdales aussi. Donc, on y viendra là, lorsqu'on le casse. Les cassures, en fait, sont une propriété particulière qui différencie les minéraux un de l'autre aussi. On passe par la suite à des grains de sable. Donc, le grain que vous voyez juste ici, donc les cristaux peuvent évidemment se désagréger sous l'effet d'érosion. Les rivières, le vent, les glaciers, ce sont des agents érosifs qui transportent ces grains-là sur des grosses distances, vont contribuer à la formation de dépôts de sable dans des environnements, là, il y en a plein, marins, désertiques. Le quartz, évidemment, là, de par sa résistance, c'est souvent un des principaux composants du sable. Okay? Donc, il est souvent repris par la suite lorsqu'on va aborder la question des roches. Lorsqu'il va y avoir cimentation de ces sables-là, ben ces sables-là vont finir par devenir une roche. Donc, vous le voyez juste en bas, l'empilement des grains de sable qui sont là. Ils peuvent se compacter, ils peuvent se cimenter. Ça peut former des roches comme des grès et ainsi de suite. Donc, puis si on le remet dans son contexte, juste un peu ici, ou de déposition, bon, ben là, évidemment, on va le retrouver sur des affleurements, puis on va pouvoir l'observer sur le terrain. Et par la suite, il va pouvoir être repris dans un autre agent érosif, par un autre agent érosif, et ainsi de suite, le cycle recommence. Okay? Le quartz, si on le remet dans son contexte, il est important, là, ben, il est utilisé là, pour plein d'applications en géologie, au niveau de l'industrie. En fait, il est recherché quand même. C'est une composante majeure là, à bien des égards. Là. On va revenir un peu là, sur ce minéral-là, de toute façon, un petit peu plus tard. Continuons. Alors, comme on l'a dit tout à l'heure, ben, la formation des cristaux, des minéraux, c'est lorsqu'il y a une combinaison d'éléments, ils se font de manière organisée pour former ces minéraux-là. C'est une composante de base pour les roches. Et le cristal, c'est un corps solide. Okay? Et l'organisation en soi de toute cette disposition-là régulière d'atomes, ben, c'est ça qu'on appelle le système cristallin. J'ai essayé de vous en mettre un certain nombre d'exemples ici. Les processus, évidemment, de formation de ces cristaux vont commencer par le centre de croissance, à partir d'un centre, en fait, de croissance, là. Des atomes puis des groupes d'atomes. Puis cette croissance-là va finir par aboutir à la formation de ce qu'on appelle des faces cristallines régulières, comme on peut le voir ici avec l'exemple qui est juste ici, qui est un exemple d'un minéral que vous avez à l'UQAM là, pour l'identification, qui est une halite. D'accord? En fait, certaines substances ne possèdent pas toute cette organisation-là. Il faut faire attention. Il y a des substances qui sont dites amorphes, ce qui signifie que ça présente pas toujours des structures cristallines qui sont identifiables. Il y en a plein d'exemples amorphes. Je peux vous en donner. Le verre. Le verre, c'est un bel exemple. C'est un exemple de matériau qui, en refroidissant rapidement, va empêcher les atomes de s'organiser dans une structure comme vous la voyez ici. Okay? L'obsidienne, c'est une roche volcanique, on va le voir là, lorsqu'on va parler des roches volcaniques, qui se forme lorsque la lave se refroidit très rapidement. C'est comme de la vitre d'ailleurs. Ça empêche la cristallisation, ça se fait trop vite, ça fige. Donc ça devient une espèce de texture un peu vitreuse aussi. On en a un bel échantillon à l'UQAM d'obsidienne. Souvent utilisé notamment pour faire des outils tranchants, aussi au niveau des bijoux. C'est populaire, c'est joli. Donc ça vous donne un petit peu des exemples. Okay? Ici, ce que vous voyez sur la figure, notamment, c'est en fait c'est qu'on compare deux types de répétitions pour illustrer un petit peu des concepts en cristallographie. On va y venir, là, étant l'étude de ces assemblages-là. Donc, à gauche, ce que vous avez en fait juste ici, c'est quoi? C'est une espèce de motif sur une tapisserie. Et ce que je veux que vous puissiez remarquer, c'est que il y a une répétition. Donc, et ce concept-là de répétition est central à la cristallographie. Donc, c'est des espèces de motifs qui se répètent. Donc, c'est comme une répétition. C'est une idée, en fait, qui montre un peu que lorsqu'il y a une répétition régulière, ben, ça va créer une espèce de schéma, si on veut, organisé sur des surfaces planes.
Je trouve que c'est un bon exemple. Et à droite, ben, ça vous montre un petit peu une structure atomique d'une galène. Donc, c'est un minéral qui est composé de plomb, de soufre. Puis, je pense qu'on a de la galène aussi à l'UQAM. Puis, c'est une répétition régulière d'atomes de soufre de plomb dans un réseau là, 3D, analogue à la répétition, à ce que vous voyez à gauche là, avec la tapisserie. Là. Donc, je trouve que ça vous montre un petit peu comment ça se fait, comment ça se forme. Vous avez l'exemple de la galène, vous avez l'exemple de la halite ici. C'est un peu comme ça. Ici, vous avez encore l'exemple de la halite, mais un peu plus décrit. Là. Je le trouvais quand même pas pire ici. Donc, à gauche, vous voyez avec des boules bleues et des boules blanches. Ça représente des types d'atomes présents dans le ciel. Fait qu'il y a du sodium, il y a du chlore, le NaCl. Puis ces atomes-là sont serrés les uns contre les autres. Puis ça organise un modèle qui est quand même bien ordonné aussi. Puis à droite, vous voyez le schéma qui est simplifié, mais qui montre que les atomes ou les ions, hein, on les a vus tout à l'heure, sont liés entre eux. Fait que le sodium, le Na puis le chlore vont s'attirer parce qu'ils ont des charges opposées. On les a vus tout à l'heure, les charges négatives, les charges positives, comme des aimants qui s'attirent. Ben, ça va former une sorte de grille où chaque atome est entouré d'atomes l'un de l'autre, puis ça va créer une espèce de réseau solide, stable. Fait que ça vous montre un petit peu pourquoi le sel est dur, il est solide. Les atomes s'organisent d'une manière hyper régulière, sont liés entre eux, c'est puissant. C'est un peu comme ça que ça fonctionne. Ici, je trouve ça intéressant, par exemple. Il y a une substitution atomique puis des solutions solides. Ok, on va l'aborder. Même si un minéral, en théorie, a une composition chimique et une structure précise, il peut y avoir des variations. Ça, c'est possible. Ces variations-là vont se produire lorsqu'il y a des atomes qui sont remplacés ou ajoutés. Ça veut dire qu'il peut avoir quelque chose, un élément manquant des fois. Okay? Donc, et là, ça, je vous montre des exemples ici, des solutions solides, un peu interstitielles. Là. Ben, c'est des exemples où, en fait, il y a des atomes supplémentaires qui s'insèrent dans des petits espaces tout vides dans la structure des minérales, qu'on peut appeler des interstices. Donc, c'est comme si... si je vous donne un exemple, c'est comme s'il y avait une boîte d'œufs, puis que chaque emplacement est déjà occupé avec des œufs, mais que tu trouves des petits trous dans lesquels tu arrives à mettre des petits objets quand même dans la boîte. Hein? C'est un peu c'est difficile de trouver des exemples, mais c'est ces petits éléments-là que tu pourrais rajouter dans ta boîte d'œufs qui pourraient représenter des atomes qui se faufilent dans des espaces ou des petites anomalies vacants dans les structures. C'est ça. Donc, et vous avez un autre exemple ici, des solutions solides par lacune. Ça, en fait, dans ce cas-là, c'est qu'il y a un manque d'atomes dans la structure. Puis ça va créer des trous. Puis là où il devrait y avoir des atomes, puis il n'y en a pas. Fait qu'encore une fois, c'est comme si vous imaginez une boîte d'œufs ou n'importe quelle boîte. Là. Puis cette fois-là, il y a des emplacements vides. Parce qu'il y a un ou deux œufs qui sont pas là. Puis ces emplacements vides-là, c'est ce qu'on va appeler des lacunes dans une structure cristalline. Et ces variations-là sont importantes parce que déjà, lors de la dernière période de laboratoire, il y en a qui me posaient des questions. Parce qu'évidemment, on vous donne des documents, on vous donne des feuilles où, à l'intérieur, on vous dit les caractéristiques du minéral, il devrait être effervescent, il devrait réagir, il devrait être aimanté. Des fois, il y a des petites variations. Hein? Et ces variations-là, dans les minéraux, peuvent être liées, en fait, à des solutions solides interstitielles par des lacunes qui peuvent entraîner des petits changements de propriété. Okay? Au niveau de la dureté. Au niveau de la conductivité hydraulique, au niveau du changement de couleur aussi. La couleur est un bon exemple. La présence ou l'absence d'atomes, c'est ce qui peut affecter la manière dont le minéral va interagir avec la couleur. Fait que ça va créer en fait un changement de couleur. Donc, c'était important que je vous montre ça, ces petites modifications-là, au niveau de la densité aussi. Donc, bref, s'il y a des petites variations d'un minéral à l'autre, ben, c'est un peu à cause de ces éléments-là. Dans certains minéraux, les atomes peuvent en fait être remplacés par d'autres aussi, okay, dans la structure, en tant que tel, dans la structure cristalline. Ces phénomènes-là, on les appelle des phénomènes de substitution, puis il y en existe plusieurs types, en fait, en fonction de la manière dont les atomes vont se substituer. Je vous en donne des exemples. Il y a des substitutions totales, partielles, puis jumelées. Donc, totale, c'est que les atomes vont se remplacer entièrement dans la structure. Puis, pourquoi? Parce qu'ils ont la même charge. Hein? Puis, ils ont une taille qui est exactement la même. Donc, je vous donne un exemple.
il y a un minéral qui s'appelle phosphérite. Et puis la fayalite. C'est un bon exemple. Le magnésium puis le fer, en fait, vont s'échanger complètement parce qu'ils ont des tailles et des charges exactement similaires. Donc ça c'est un bon exemple. Vous pouvez avoir des substitutions partielles, donc des atomes qui se remplacent qu'en partie parce qu'ils ont une taille différente. Vous le voyez à droite, là, les cations, les anions, on parlait des tailles tout à l'heure, ça a un impact. Donc, un bon exemple, je pense, on pourrait dire la microcline et l'albite peuvent se remplacer partiellement. Pourquoi? Parce qu'il y a une composante en potassium et en sodium qui ont des tailles un peu différentes. Donc, c'est proche un peu entre les deux. Le microcline et l'albite, là, on n'est pas loin. Et substitution jumelée. Donc, c'est des atomes qui se remplacent, mais qui n'ont pas la même charge. Donc là, par contre, la substitution va se faire en paire pour maintenir l'équilibre. Il y a des plagioclares, je pense, comme du calcium qui va se remplacer en aluminium, du sodium qui va se remplacer en silice. C'est des petits exemples. Donc ça, c'est possible. Continuons maintenant avec les notions de cristallisation. Donc, et il y a un terme qui est important au niveau de la formation des minéraux. C'est le terme précipitation. Donc, dans le contexte de la formation des minéraux, vous allez souvent m'entendre ou lire le terme précipitation. Puis ça fait référence à des processus pour lesquels les solides se forment dans une solution liquide. Ça se produit lorsqu'il peut y avoir des ions qui sont dissous, des éléments dissous dans l'eau, qui dépassent leur seuil de saturation. Puis ça va entraîner des combinaisons parfaites pour former des cristaux, parce que c'est sursaturé. Je vous donne un exemple. Lorsque l'eau contient des concentrations élevées, comme en calcium, en magnésium, en carbonate, ça va atteindre un point de saturation où les ions ne pourront plus rester dissous dans la solution, ils vont se cristalliser parce qu'il y en a trop. Des formations aussi peuvent se combiner par structure cristalline quand il y a un processus qu'on appelle précipitation. OK, donc là, on va appeler ça c'est quand il y a des changements de température, de pression, de pH, d'évaporation de l'eau qui peuvent provoquer une augmentation de cette concentration-là et faire en sorte qu'il y a le phénomène de précipitation puis de la formation du cristal. OK? Donc, vous avez ici des exemples, encore une fois, de cristallisation possible. Donc, on a parlé de précipitation, on a parlé de matière en fusion, la vapeur, l'état solide. Donc, ça, c'est important. Puis, évidemment, un autre élément qu'il faut tenir en considération, c'est qu'un minéral qui n'est pas restreint dans l'espace lors de sa croissance peut donner vraiment des cristaux bien développés, comme la géode. Donc, vous avez sûrement tous et toutes déjà vu des géodes. Il y en a des magnifiques d'ailleurs qui viennent du Maroc. Mais il y en a, on peut en retrouver là, à plusieurs endroits. Et des géodes sont des cavités, en fait, rocheuses qui se forment, qui se remplissent, en fait, surtout, par des cristaux au fil du temps. Je vais vous montrer un petit peu un exemple par la suite, mais c'est avant tout lié à l'origine, en fait, par une cavité qui commence dans une roche, qui va se former. Donc l'espace, la notion d'espace est importante. Après, donc il doit y avoir une cavité qui est présente avant tout, et par la suite, elle va se remplir par des fluides qui circulent. Et les fluides sont riches en minéraux, donc ça va traverser les cavités, donc on le voit sur la figure ici, ça va traverser les cavités via des petites fractures, des pores. Autrement dit, une roche peut être poreuse, il peut y avoir des petits interstices qui permettent à ces fluides-là de rentrer à l'intérieur. Ces fluides-là peuvent provenir notamment des eaux souterraines, les eaux qui circulent en dessous de la surface, c'est généralement des eaux qui sont très riches au niveau minéral. Puis à mesure que la température, que la pression change, les minéraux dissous dans les fluides vont commencer à se précipiter, comme on a parlé précédemment. Et là, il va y avoir une croissance des minéraux dans la géode. Puis évidemment, dépendamment de l'espace que va prendre, en fait, c'est ça, la notion d'espace va être importante. Puis tranquillement, pas vite, la composition des minéraux va varier. Je pense que j'ai une autre figure qui vous montre un petit peu les étapes ici. Donc, on peut les catégoriser en 3, A, B, C. Pardon, j'aime bien ça là. Il y a un livre de géologie, il y a un type qui s'appelle Marsha qui fait des superbes figures. J'ai le PDF de ça, je vais vous le laisser d'ailleurs. C'est un très bon livre.
Et donc, sur la figure ici, ça remonte encore une fois le processus de formation des cristaux, mais dans différents environnements. Donc, la partie A, juste en haut ici, ben, c'est les cristaux qui commencent à se former à partir d'une solution d'eau. Progressivement, les petites particules viennent s'attacher à la surface du cristal. Petit à petit, le cristal va grandir selon l'espace disponible. Ensuite, en B, le cristal ou les cristaux vont commencer à grandir à partir d'une petite graine centrale. Au fur et à mesure qu'ils grandissent, ils vont continuer à se développer dans toutes les directions. Plusieurs cristaux vont grandir tout près l'un de l'autre. Ils vont entrer en contact, puis leur forme va varier dépendamment de l'espace. Et finalement, à la fin, en C, vous voyez ici, ben là, ça montre une géode. C'est une géode du Brésil, qui est évidemment encore une fois une belle cavité rocheuse tapissée de cristaux de quartz violet, qu'on appelle en fait des améthystes. Et ces cristaux-là ont poussé dans la paroi extérieure vers le centre. Puis ils sont anédriques parce qu'ils ont grandi dans un espace confiné. Donc les cristaux qui se développent, qui grandissent à l'intérieur d'une géode, c'est ce qu'on appelle des cristaux anédriques. Donc ça vous donne un petit peu une image de comment le tout se forme. Ça, c'est magnifique. Là. Vous voyez ici les cristaux géants. Regardez l'échelle. Il y a un homme qui est juste ici. C'est vraiment c'est des gypses de Naïka. C'est superbe. Là. C'est situé où, là, si vous voulez savoir, c'est dans le nord du Mexique. C'est vraiment célèbre là, pour abriter là, des grands cristaux de gypse. En fait, c'est les plus gros à l'échelle terrestre. Je pense que ça peut atteindre jusqu'à 12 mètres. C'est vraiment les plus impressionnants au monde. En fait, ils se forment quand l'eau contenant, parce que tout autour, c'est des sulfates de calcium qui sont dissous. Ça s'évapore lentement, puis ça permet cette cristallisation-là si spectaculaire. Puis bon, c'est ça. Puis là, c'est devenu. Là, je pense que les conditions, ça prend des conditions assez chaudes. Là. Je pense que c'est 58 degrés Celsius. Ça prend de l'humidité aussi pour former ce genre de choses, mais c'est unique. Là. Ouais. C'est pas très. Et c'est assez fragile là, en termes de dureté. Là, si vous retournez tout à l'heure, quand on va pas aborder les outils pour l'identification là, à l'échelle, c'est dureté de 2. Donc c'est assez fragile en plus. Donc. J'imagine un séisme là-dedans, là, puis aïe, ça va être quelque chose. Maintenant, notion de cristallographie. Donc, la cristallographie, je vais le dire. Qu'est-ce que c'est? C'est la science qui étudie les formes extérieures des cristaux. Okay? Donc, les faces, les angles entre elles. C'est ça qui va permettre de comprendre comment les atomes à l'intérieur d'un cristal sont organisés. Pendant la croissance, puis quand le minéral se casse aussi. Hein? Lorsque le cristal se forme, il peut se développer des faces lisses, des angles vraiment nets. Hein? C'est visible à l'œil nu des fois. Là. Ces faces-là sont des surfaces qui sont extérieures, qui marquent des limites. Quand le minéral se casse, il va se briser souvent le long des ce qu'on appelle des plans de clivage. Ça veut dire que c'est des lignes de faiblesse. Où vous allez entendre des fois m'entendre dire plan de faiblesse dans la structure du cristal. Certains minéraux, vous allez voir, se cassent en suivant des plans parallèles, vraiment définis. C'est ça qu'on va appeler des plans de clivage. C'est comme des escaliers ou des trucs comme ça. Par contre, il y a d'autres minéraux que lorsqu'on va les casser, ça va devenir plutôt des cassures irrégulières. Ça va faire des espèces de cassures arrondies qu'on entend conchoïdales. Hein. Ceux qui sont venus déjà, je pense, au laboratoire la semaine passée, on en a vu des cassures conchoïdales. Le quartz, c'est conchoïdal lorsque ça se casse. Donc ça, c'est des bons exemples. Donc toute la notion de cristallographie prend son sens lorsqu'on essaie de les identifier comme ça. Et il y en a certains qui me posaient la question, encore une fois cette semaine, en lien avec cette science-là, la cristallo. Ben, comment les scientifiques font pour pouvoir... en fait, quels outils ils utilisent pour pouvoir principalement, là, ou quelles techniques ils utilisent pour pouvoir... analyser ces structures-là des cristaux, ben, ça se fait par ce qu'on appelle des RX, c'est des diffractions des rayons X. Okay? Donc, en gros, là, c'est comme un rayon X qui est dirigé vers un cristal. Les rayons vont en fait interagir d'une manière différente selon les plans atomiques du cristal. Fait qu'on va la voir selon des angles, selon une diffraction, etc. Et selon l'intensité des rayons, on peut vraiment analyser la structure cristalline du minéral. Donc, ça se fait un peu de cette manière-là. Ça se fait par rayon X, comme je vous disais, par diffractomètre qu'on appelle de rayon X. Donc, c'est un petit peu de cette manière-là. On peut utiliser des microscopes électroniques aussi. Vous allez voir, là, on appelle ça, il y a un
l'abréviation, on appelle ça des MET, MET là, pour un microscope électronique à transmission. On peut utiliser la comment on appelle ça? Spectroscopie, je pense, de diffraction aussi. C'est pas des rayons X. Là, c'est une méthode qui est basée sur du DRX, je pense. C'est une autre technique. Là. Je vous reviendrai avec ça. Là. Je connais moins de détails sur ces techniques-là. Bref. Donc voilà, ça vous donne un peu là, le topo sur les notions de cristallo. Vous avez ici des exemples. Donc en haut à gauche, je vais changer. C'est pas une belle figure, je vais essayer d'en trouver une autre. Là. Mais bref, vous en avez de la calcite. Là. On a un bel échantillon flambant neuf qu'on vient d'acheter à l'UQAM. C'est un minéral qui est très commun, composé de ce qu'on appelle du CaCO3, carbonate de calcium. Beaucoup de carbonate de calcium dans les calcaires. Quand on va visiter les calcaires à Montréal, le calcaire de Trenton, c'est une composante en CaCO3. Ça implique quoi? Ça implique évidemment très sensible au HCl. Il y a une réaction à l'acide. Donc vous allez voir là, quand vous allez prendre une petite pipette avec du HCl, ça va produire des bulles de dioxyde de carbone. La calcite, on parlait des clivages, c'est un clivage parfait. Ça veut dire qu'il se casse facilement le long de plans définis, donc très géométrique. Versus le quartz, qui lui est un minéral qui est ce qu'on appelle un SiO2, donc c'est un dioxyde de silicium. Lui, il se présente sous forme plus hexagonale, bien définie. Il est dur, il est vraiment dur, on l'a déjà dit. Puis contrairement à la calcite, le quartz, il lui réagit pas à l'acide. Il se réagit en fait pas du tout, puis il se casse pas en plan de clivage. Fait que lui, c'est des casseurs conchoïdales. J'ai des exemples tout à l'heure. Hein? Donc voilà. Si on continue maintenant en lien un peu avec ces notions de cristallographie-là, les cristaux d'un même minéral sont sous les mêmes conditions de température ou de pression, va faire en sorte que les angles formés vont rester constants. Hein? Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que peu importe la taille ou la forme du cristal, les angles entre les faces seront toujours les mêmes pour une même espèce de minéral. C'est ça qu'on appelle un concept de polyèdre. Okay? Donc, le polyèdre, vous en avez un exemple ici sur la figure. C'est une forme géométrique tridimensionnelle qui est composée évidemment de polygones, de faces plates. Hein? Vous le voyez là, juste ici. Et comme vous pouvez voir, les cristaux en fait qui se forment sont constitués d'un empilement de ça, de polyèdres là, fondamentaux, donc qui forment les structures cristallines ordonnées. Là, donc c'est ce qu'on appelle en fait des tétraèdres. Donc c'est un peu comme ça qu'on peut déterminer justement là, les différentes variantes au niveau des formes des cristaux. Les angles entre les faces sont un traceur qui nous permet d'identifier un peu mieux les différents minéraux. Donc, si on se concentre un peu sur les figures, hein, si on les regarde comme il faut, ben, vous allez voir ici, hein, on a trois façons différentes d'assembler pour former des solides. Donc, vous avez cubique, vous avez tétragonal et vous avez octoédral. Donc, ici, ça le dit, hein, vous le voyez, là, c'est des ions hein, qui entourent un ion central, donc la boule rouge qui se place évidemment là, au coin du cube. Puis ça vous donne un peu... Le NaCl, il est fait comme ça. Puis vous avez le tétragonal qui est juste ici. Donc, lui, c'est des ions autour d'un ion central, toujours formé en... il est peut-être moins évident comme ça, par exemple, là. Mais bon, un bon exemple de ça, c'est du dioxyde de titane. On l'a vu un peu avant, là, le tétragonal et finalement le octoédral, vous l'avez juste ici. Ça, c'est comme si on utilisait, je pourrais peut-être vous dire un exemple, c'est une structure un peu le cuivre est fait un peu comme ça, là, des sulfates de cuivre. C'est comme si vous imaginiez un cerf-volant avec 8 triangles, comme face. C'est un peu particulier. Donc voilà, ça vous donne un peu un exemple là, au niveau là, des polyèdres fondamentaux qui permettent en fait d'en arriver en fait à former des cristaux. Donc ça c'est plus important que tout le reste, c'est que les cristaux, on les reconnaît en 7 systèmes cristallins. Donc la figure qui est ici montre évidemment la taille hein, des cristaux, il y a des angles et il existe 7 systèmes cristallins qui décrivent les manières que les atomes peuvent s'organiser dans un cristal. Ces systèmes-là représentent évidemment des formes géométriques de base que les cristaux peuvent avoir. On va les voir. Vous les avez ici, les 7. Donc, il y a cubique,
Il y a quadratique, hexagonal, rhomboédrique, orthorhombique, pardon, monoclinique et triclique. Donc, si on les différencie, ben, le cubique, vous le voyez, on va les voir un par un. C'est un système en forme de cube. Quadratique, ça va être similaire au système cubique, mais un des axes est plus long ou plus court que les deux autres. Hein? Donc, ils ont tous une petite variabilité, que ce soit au niveau de leur régularité, au niveau des axes. Les axes sont importants dans certains cas. Hein? Comme vous pouvez voir ici, quadratique et cubique, c'est presque similaire, mais il y a des axes qui sont un peu plus loin un par rapport à l'autre. Donc ça, c'est important. Et pourquoi c'est important ces systèmes cristallins-là? C'est parce qu'ils vont vous aider à classer et les identifier à différents types de cristaux dans la nature. Donc chaque système a une forme spécifique qu'on peut... une signature, autrement dit, qu'on peut repérer. Regardez le plus bel exemple au niveau du système cubique, c'est la pyrite. Ça, c'est vraiment c'est un des plus beaux exemples. Cubique, évidemment, on le dit, on a parlé des axes. Ce sont des axes de même longueur qui se croisent exactement des angles de 90 degrés. C'est des cristaux en forme de cube. Hein, c'est superbe là, la géométrie. Le plus bel exemple, vous l'avez ici, c'est la pyrite qu'on appelait aussi l'or des fous. J'en ai parlé à ceux qui étaient présents au laboratoire la semaine passée. Pourquoi l'or des fous? Parce qu'elle s'apparente un peu visuellement à l'or, mais en fait c'est diamétralement différent. C'est un sulfure en fait de la pyrite. C'est un FeS2, là, c'est du sulfure de fer. Et vraiment, là, en termes de structure cristalline, regardez ça, c'est textbook, ça parle. Croyez-moi, en Estrie, je connais des endroits où on peut directement dans la nature en trouver des cubes comme ça. J'ai une belle collection à la maison. Ouais, donc ça, c'est vraiment le plus bel exemple que je peux vous donner. Le grenat en est un aussi, qui évidemment font partie des pierres précieuses. Il appartient au système cristallin cubique aussi. Vous avez le système quadratique ou tétragonal. On l'a dit tout à l'heure, les axes sont parfois un peu différents. Le troisième axe est plus long ou plus court que les deux autres. Si vous voulez un bon exemple, ce sont des zircons. Hein? Des zircons, ce sont des minéraux précieux aussi, souvent utilisés comme substitut au diamant. Il est très, très solide, très dur. Il est important aussi pour dater des roches à cause de la présence d'uranium, qui est une composante qui a une demi-vie qui permet de dater du très, très vieux matériel. Donc le zircon en est un bel exemple. Maintenant, passons au système hexagonal. Donc, le système c'est un système qui se forme en structure, de base hexagonale, autrement dit en 6 côtés. C'est un système qui est caractérisé par 2 axes égaux et un troisième axe de longueur différente. Donc, on le voit ici sur la figure. Ce qui le distingue, c'est l'angle de 120 degrés entre deux des axes. Donc, on le voit ici, là, le 120 degrés, il est juste ici. Donc voilà. Donc maintenant, on avait dit qu'il y avait 2 axes égaux, le A et le B. Les 2 premiers, évidemment, axes sont de la même longueur, un par rapport à l'autre. Et il y a un axe différent, c'est le C. On le voit, là, le A, le B sont égaux, le C ne l'est pas. Donc quand je vous disais là, que ce système-là a 2 axes égaux, un troisième axe qui est différent, ben c'est ça. Donc le A, le B égaux, le C, différent. Le béryl est un minéral qui est précieux. Vous en avez un exemple ici. C'est il est plus connu, en fait. Vous connaissez probablement le nom, l'appellation émeraude. Là. Donc, il est souvent vert, brillant. Il se cristallise de cette manière-là. Je vous dirais que je pense que c'est 7 à 8% des minéraux qui se cristallisent dans un système hexagonal. Rhomboédrique maintenant. Le système rhomboédrique, c'est de la calcite. Donc, on en a déjà, je pense, parlé un peu ou exprimé un peu la calcite. C'est un système cristallin où les cristaux ont 6 faces, comme un cube. Mais ces faces sont une forme de losange. Donc, il s'agit d'un cube légèrement déformé. Je ne sais pas, comme vous voulez, là, écrasé, allongé. C'est des systèmes souvent décrits comme des cubes aplatis. Donc évidemment les 3 axes A, B, C sont égaux, mais les angles ne sont pas du tout à 90 degrés. Okay? Donc si vous voulez des exemples par rapport à ça, c'est la calcite. C'est un minéral très très commun, composé de carbonate de calcium. On l'a dit tout à l'heure, c'est ACO3, ça réagit à l'acide.
9% des minéraux, en fait, se cristallisent, je vous dirais, dans des systèmes un peu rhomboédriques de même. La calcite, c'est le plus bel exemple. Okay. Continuons. On va tomber maintenant avec le système orthorhombique. C'est un système cristallin à 3 axes également. 3 axes qui ont des longueurs différentes, mais se croisent toujours à des angles de 90 degrés. Okay? Donc, c'est un système qui se caractérise par des formes allongées, je vous dirais rectangulaires, souvent avec des prismes droits. Donc, les 3 axes A, B, C ont toutes des longueurs différentes. Okay? Donc, à ne pas... sur la figure, ça peut peut-être ressembler un peu à un système cubique, là, mais faites attention, c'est pas le cas du tout. Là. Donc, des bons exemples, le l'olivine, l'aragonite aussi, qui se forme, qui est une forme en fait de carbonate de calcium aussi, mais c'est assez similaire à la calcite, mais qui a une structure cristalline un peu différente de par justement son aspect un peu rectangulaire. L'olivine en est un autre, qui est souvent trouvé dans des roches volcaniques. C'est beaucoup, il y a une composante de fer là-dedans, de silicate de fer, magnésium. 22% des minéraux se cristallisent dans ce type de système-là. Monoclinique. Monoclinique, c'est un système cristallin où les 3 axes ont des longueurs différentes, mais seulement 2 des angles entre eux sont à 90 degrés. Donc, tandis que le 3e, lui, il est incliné. Donc, ce système crée des formes légèrement déformées, comme des prismes inclinés ou des parallélogrammes, si vous vous souvenez de votre vieille géométrie. Un bel exemple, c'est de l'orthose. C'est un minéral, c'est un feldspath très très présent dans les roches métamorphiques ignées. En fait, c'est souvent de l'orthose, c'est souvent utilisé comme composante pour la fabrication de la céramique. Donc, ça, c'est un bel exemple pour le monoclinique. Vous allez avoir le triclinique ici. Où lui, c'est un système cristallin assez complexe, puis asymétrique aussi. Donc là, les axes ABC, ils ont des longueurs différentes et aucun des angles entre eux ont 90 degrés. Ça veut dire que ça donne des cristaux très irréguliers, complètement asymétriques. Il y en a moins, ça. Peut-être 7%, je pense, des minéraux qui se cristallisent comme ça. Un exemple, c'est la distène que vous voyez ici. C'est un minéral silicaté, haute pression. Il est souvent bleu. C'est beau, par exemple. Puis ça donne souvent une espèce de forme allongée. Hein? Vous pourrez aller voir des photos. Là, ça donne souvent cette apparence-là. Maintenant, il faut les classifier. C'est bien beau les systèmes cristallins, mais il y a également faut les distinguer d'une autre manière. Et de la manière qu'on va les distinguer, c'est si elles contiennent ou pas de la silice. Donc, du silicium. Donc, c'est ce qui va différencier un de l'autre. Donc, la manière qu'on va les distinguer, c'est minéraux silicatés ou pas. Donc, commençons par les non silicatés. Et là, on a discuté beaucoup lors de la période de laboratoire, mais il y a les éléments non silicatés, ben, les voici. Ce sont des éléments natifs qui se trouvent sous forme d'éléments purs, comme l'or, le cuivre, le soufre. Les sulfures, qui sont des composés maintenant de soufre, de métal. La pyrite en est un sulfure. Il y a des oxydes, il y a puis des hydroxydes aussi. L'hématite en est un bel exemple d'oxyde. Les chlorures, fluorures, ben là, la halite en est un. C'est un métal, en fait, avec un ion de chlorure ou de fluorure. Donc, la halite en est un, c'est du NaCl. Des carbonates, ben, c'est du carbone puis de l'oxygène. Hein? On a déjà fait état de ça, CaCO3. Des sulfates, ça contient du soufre sous forme de sulfate. Et des phosphates qui contiennent du phosphore sous forme de phosphate. Ou l'apatite en est un exemple. Dans les sulfates, il y a le gypse. Les phosphates, il y a l'apatite. Donc, et cette catégorie-là, évidemment, ne contient pas de silice. C'est divisé en groupes là, de compositions chimiques qu'on appelle, là, comme je vous disais, c'est très divers, c'est varié. Bref, c'est des éléments, évidemment, au niveau de l'industrie de la géologie, là, importants. Si on les différencie un peu plus, les éléments natifs, j'ai eu beaucoup de questions par rapport à ça. C'est quoi un élément natif? C'est un élément
chimiques qui se trouvent complètement à l'état naturel dans la croûte terrestre sous forme pure, sans être combinés à rien d'autre, à aucun autre élément. Comparativement à la plupart des minéraux, c'est des combinaisons de plusieurs éléments chimiques qui existent. Il existe en fait 92 éléments dans le tableau périodique, mais seulement 20 de ces éléments-là sont sous forme de minéraux natifs. Je vous donne les principaux exemples: l'or, l'argent, le cuivre, la platine, le fer, l'arsenic, le diamant, le graphite, le soufre en sont des exemples. Les éléments natifs, j'ai pas besoin de vous le dire, ils sont rares, mais extrêmement importants. Notamment en raison de leurs propriétés chimiques, physiques. Ouais, c'est des éléments là, vraiment là, qui se cristallisent dans des systèmes variés, qui offrent des structures cristallines vraiment, vraiment distinctes. Et il y en a qui m'ont posé des questions sur l'origine de l'or. Donc l'or, ça a une origine cosmique, hein? C'est à la base, c'est vraiment encore étudié, mais l'or s'est formé en fait dans l'univers lors des processus nucléaires extrêmes. On parle là, de l'explosion des supernovas, de collision d'étoiles à neutrons. C'est là qu'elle s'est formée, puis elle s'est incorporée dans la Terre. Lorsque le système solaire s'est formé, il y a 4,6 milliards d'années, l'or puis tous les autres éléments métalliques ont été intégrés dans la Terre par des nuages de gaz, de poussière. Puis c'est à ce moment-là que l'or a été distribué dans les matériaux fondus qui composaient ce qu'on appelle la Terre primitive. Donc c'est de cette manière-là que ces éléments-là ont été incorporés. Il peut y avoir une troisième aussi, source, c'est l'apport des météorites. On va en parler. Il y a eu des bombardements tardifs lors de la formation initiale de la Terre. Il y a eu des bombardements de météorites et qu'on appelle le grand bombardement tardif il y a 3,9 milliards d'années. Ces météorites-là contenaient de l'or. Puis d'autres métaux précieux. Donc ça enrichit, ça a permis d'enrichir la croûte terrestre en or. Donc ça, si vous posiez des questions sur l'origine, parce que j'avais eu des questions, ben c'est un des éléments en lien avec ça. Donc, évidemment, c'est un des éléments les plus célèbres, l'or. Hein? Donc, vous avez l'exemple qui est juste ici. L'or se présente sous forme, évidemment, là, cristalline. On a de l'or au Québec, on a de l'or, évidemment, en Abitibi, on en a dans les Appalaches. Donc, voilà, vous avez ici un petit exemple d'or qui est bien représenté. L'argent est un autre. L'argent natif, c'est un autre métal précieux, souvent trouvé sous forme pure dans la nature. Moins connu que l'or, il possède quand même, bon, vous le savez, là, plein d'utilisations, mais c'est un élément natif. Donc, on le trouve dans des veines hydrothermales, parfois en association avec d'autres minéraux métalliques, avec l'or, le cuivre, le plomb, on les retrouve souvent ensemble. Maintenant, passons à l'autre. Les sulfures. Les sulfures sont des composés chimiques qui se forment lorsque le soufre va se combiner avec des éléments métalliques. Donc, tout à l'heure, on a vu des exemples cubiques avec la pyrite, l'or des fous, la galène, la chalcopyrite, qui est un des principaux minéraux de cuivre aussi. Donc, c'est une importance économique importante, très très importante. Ça joue un rôle clé dans l'exploitation minière puis dans l'économie en général. Il y en a beaucoup au Canada. Donc, ouais, ça, les sulfures sont importants. Vous avez ici la liste. Hein? Donc, c'est de tous les composés de soufre avec un ou plusieurs métaux. Ces minéraux-là jouent souvent, bon, comme je vous disais, un rôle important. Vous avez là, des exemples avec le plomb, le cuivre, le zinc. Donc, vous pourrez regarder un peu tout ceci. Les oxydes et les hydroxydes. Les oxydes, sont des minéraux puis des métaux qui sont combinés avec de l'oxygène, toujours. Ce sont des composés qui sont formés par association entre l'oxygène et autres métaux. Donc, de l'hématite. Donc, l'hématite, c'est du Fe2O3. De la magnétite, c'est du Fe3O4. Donc, vous le voyez, là, c'est un oxyde de fer qui est combiné avec de l'oxygène. Donc, la magnétite, hein, qui est souvent utilisée pour la fabrication d'acier, c'est un oxyde de fer qui est magnétique, puis qui est combiné, c'est ça, avec de l'oxygène. Et les hydroxydes, eux, sont similaires aux oxydes, mais en plus de l'oxygène, ils contiennent ce qu'on appelle de l'hydroxyle, de l'OH. Qui modifie beaucoup qui modifie en fait les propriétés chimiques physiques. Donc les hydroxydes sont moins durs que les oxydes, puis ils se forment fréquemment dans des environnements humides. Okay?
Donc voilà, c'est ça. Donc ça vous donne un peu le topo pour tout ça. Vous avez des exemples ici d'hydroxyde et vous avez des exemples d'oxyde. Encore une fois, ça c'est tiré de Landry, donc si vous voulez retourner pour des références, vous les avez. Vous avez également leur système cristallin. Maintenant, vous savez de quoi je parle, hexagonal, cubique, rhomboédrique. Ben, vous savez maintenant, c'est un peu la géométrie de ces systèmes-là. Si on passe maintenant aux chlorures et aux fluorures, ben ici les chlorures ce sont des composés formés par la combinaison de métaux, de chlore, du Cl. L'exemple le plus commun c'est la halite, on en a déjà discuté, chlorure de sodium, NaCl. Donc c'est du sel, donc des minéraux très fréquents qui se forment souvent dans des environnements marins où il y a des évaporites. Donc j'en ai vu moi de la halite quand j'étais à la Terre-Neuve dans son état presque pur. Ouais. Fluorure aussi, des fluorites. Ça on va retrouver beaucoup dans le Midwest américain. La fluorite, chaque État aux États-Unis ont leur state mineral. Ben, la fluorite, c'est le state mineral de l'Illinois. On le retrouve là-bas. C'est du CaF2. Donc c'est ça. Donc ce sont des c'est souvent soluble à l'eau si vous cherchez à avoir des détails. Alors continuons maintenant avec les fluorures. Donc les fluorures se forment elles par combinaison avec des éléments métalliques. Vous avez un exemple ici, la fluorite que je vous avais parlé, qui était là, le state mineral de l'Illinois. Donc vous avez des exemples et vous avez la liste encore ici des chlorures et des fluorures. Les carbonates. Les carbonates, c'est des minéraux qui se trouvent dans des roches sédimentaires. Donc je vous ai parlé précédemment des calcaires. Les calcaires de Trenton à Montréal, c'est des roches très riches en carbonates, du CO3. Et d'autres exemples, c'est la calcite, la dolomie. Donc, ce sont évidemment des roches des minéraux, pardon, qui vont donc des carbonates qui vont être, effervescentes, qui vont être au niveau de l'acide. C'est un minéral, évidemment, bon, si je prends l'exemple de la calcite, c'est un minéral qui est très commun dans les roches sédimentaires. Ça se trouve largement dans des environnements... en fait, c'est utilisé dans plein d'environnements géologiques. C'est vraiment commun de la calcite. Et c'est très, très utilisé dans la construction, les matériaux pour les bâtiments. La dolomie, elle est utilisée également dans le secteur de la construction pour des pierres à tailler. Il y a beaucoup de dolomie sur la rive sud de Montréal. Donc, vous avez des exemples ici, là, calcite, dolomie, magnézite, sidérite. Vous en avez de la sidérite aussi. Aragonite et calcite, ce sont des polymorphes. Donc, c'est des minéraux de même composition, mais qui se cristallisent dans des systèmes cristallins différents. Un peu comme le diamant et le graphite. Et vous les avez ici, là, tout ce qui est sulfate et compagnie, phosphate. Bon. Passons à la deuxième grande catégorie, les minéraux silicatés. Donc là, c'est un très grand nombre de... 25% en fait de tous les minéraux sont des silicates. 40% des minéraux les plus communs appartiennent à cette catégorie-là. Donc, vous vous rappelez des tétraèdres qu'on a vu juste un petit peu avant, ben c'est la structure fondamentale des silicates. Donc, la silice, évidemment, c'est ce qui contient de la silice. C'est quoi de la silice? C'est un composé chimique constitué de deux choses, de silicium et d'oxygène. La formule chimique de la silice, c'est du SiO2. C'est un des minéraux les plus abondants dans la croûte terrestre, dans la nature et ainsi de suite. Là. Donc voilà. Est-ce que j'ai... Ouais, passons à autre chose. Donc, évidemment, la formule de base, c'est une formule que vous avez qui est juste ici. Donc, c'est des cations de silice ou d'aluminium qui sont au centre d'un tétraèdre. La classification des silicates, il y en existe environ 600. Juste pour vous dire, là, des espèces de silicates. C'est classifié toujours par des modes d'enchaînement de tétraèdres. Je vais vous en montrer quelques exemples. Donc, ici, vous avez un exemple de silicate à tétraèdre isolé. Donc, le grenat en est un. Et par la suite, vous avez différents types d'amalgames, si vous voulez. Donc, des sorosilicates, des cyclosilicates. Donc, ce sont des... si on prend le sorosilicate, c'est présenté par des tétraèdres associés par deux, qui forment des paires.
Il y a, il y en a un qui est assez commun, là, on appelle ça de l'épidote, qu'on trouve fréquemment dans des roches métamorphiques. Des cyclosilicates, le béryl en est un, donc c'est un arrangement en anneaux, comme vous pouvez voir. Et ici, vous avez les nésosilicates. Au niveau des minéraux communs, les sorosilicates aussi, je vous en ai mis une liste. Vous avez des inosilicates, donc ce sont des chaînes maintenant, simples ou doubles. La pyroxène est une chaîne simple. Les amphiboles, hein, vous en avez des exemples d'aiguilles d'amphiboles qui se trouvent généralement dans des roches ignées ou métamorphiques. Ce sont des structures de ce type-là, là, des inosilicanes à chaîne double. Donc vous en avez des exemples ici. Je vous dirais que ces minéraux-là se retrouvent surtout dans des conditions de chaleur extrême, de pression. Ça veut dire des roches volcaniques, des roches métamorphiques là, qui ont subi là, vraiment des températures extrêmes ou des pressions extrêmes. C'est là-dedans qu'on va les retrouver. Et évidemment, toujours des exemples. Les inosilicates. Alors là, ce sont des groupes où les tétraèdres de silice se lient pour former des chaînes. Hein. Il existe deux types de chaînes, les chaînes simples, les chaînes doubles. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, les amphiboles, les hornblende, c'est des beaux exemples de ça. Vous en avez d'ailleurs. Les phyllosilicates. Les phyllosilicates, ici, sont associés à de l'antigorite, de la chrysotile. Vous en avez, on a de la fibreuse. Chrysotile étant la fibreuse, l'antigorite étant la non-fibreuse. Le talc également, vous en avez. Comment ça se représente? C'est organisé en feuillets, en fait. C'est des arrangements qui se distinguent par la formation de couches, de feuilles minces de tétraèdres. C'est un bel exemple, en fait, c'est le groupe des micas. Hein? Vous en avez des micas. Allez voir là, le talc aussi en est un bel exemple. Mais dans les groupes de micas, là, vous en avez des exemples au département. Vous avez de la muscovite qui est pâle. Vous avez la phlogopite qui est un peu plus brune. La biotite qui est noire. Ce sont des phyllosilicates. Et généralement, on trouve ça dans des roches métamorphiques et dans certains environnements sédimentaires. Donc, vous avez ici là, les différents types là, de phyllosilicates. Vous irez voir. Le talc, maintenant. Le talc, lui, il est doux. C'en est un autre bel exemple. Hein. Il est de couleur verte, blanche, grise. Sa couleur va souvent changer. Ça fait partie des phyllosilicates aussi. Donc, il est composé, comme je vous disais, de tétraèdres, de silice, organisé en feuillet. Donc, ça vous donne. Et le talc, si ça vous intéresse, là, lui, on l'utilise beaucoup pour faire de la peinture, du papier, des trucs comme ça. Là. De la poudre aussi, hein, de la poudre de bébé. Là. C'est une des composés principales, c'est le talc. Les groupes de mica, donc biotite, phlogopite, muscovite. Donc ça, vous en avez des échantillons. Quand vous pouvez les regarder. Ça fait partie de la famille des mica. Hein, donc c'est assez distinctif, je pense, de par ces petites feuilles-là. Et sa capacité à se séparer en petites fines couches. Là. Serpentine, antigorite, chrysotile, l'antigorite, c'est un peu la forme solide de la serpentine. Donc, la serpentine est un groupe de minéraux. Donc, les deux en font partie. Donc, encore une fois, une autre classification. Quand je vous dis qu'on peut faire un schéma là, avec toutes ces boîtes, ces classifications-là, ben, dans la serpentine, il y a deux. C'est un phyllosilicate. Dans les phyllosilicates, il y a les serpentines. Dans les serpentines, il y a de l'antigorite, il y a de la chrysotile. L'antigorite, c'est la forme solide de la serpentine. C'est une structure très compacte, généralement vert. On en retrouve dans la région de Thetford Mines. La chrysotile également, elle a été exploitée. Si vous vous référez à des documents historiques, vous allez voir qu'elle est au cœur de problèmes de santé en raison de l'inhalation des fibres. Ça peut causer des maladies respiratoires très importantes. L'amiantose, là, si vous avez déjà entendu parler de ça, c'est directement lié à la chrysotile. Et finalement, une des dernières familles, c'est le tectosilicate. Donc, les tectosilicates, c'est des catégories de minéraux silicatés où les tétraèdres, hein, encore une fois, sont connectés entre eux, mais dans des structures tridimensionnelles vraiment solides et stables. Donc, les tectosilicates, le quartz en fait partie, c'est le plus connu dans les minéraux importants. Là, ouais. Et vous en avez deux familles. Donc, vous avez la famille de la silice et vous avez la famille des feldspaths. Donc, la silice étant le quartz. Et dans les feldspaths, là, vous allez en avoir plusieurs. La microcline, de l'orthose, dans les plagioclastes, les labradors, labradorites, ainsi de suite. Donc, vous voyez un peu là, la nuance entre les deux. On va les voir. Donc, le groupe de la silice, c'est ce qu'on appelle
des formes en fait qu'on appelle polymorphes en fonction de la température et de la pression. Donc c'est ce qu'on appelle du polymorphisme. Donc c'est stable, c'est environ 12% des minéraux de la croûte terrestre et le quartz en fait partie. Donc le quartz est présent dans toutes les roches ignées ou sédimentaires, il est très commun, on trouve beaucoup de types de roches avec lors du refroidissement là, du magma, ben, généralement on va trouver des quartz, des veines de quartz associées à ça. La forme visible des cristaux, c'est assez distinctif, c'est vraiment résistant. On va discuter tout à l'heure de l'identification des clivages, mais je pense que le quartz est intéressant à ce niveau-là. Vous avez des exemples et faites attention ici, je vous parlais tout à l'heure des cassures. Là. Vous avez un très bel exemple de cassure associé en fait au quartz juste là. On va l'aborder dans quelques instants. Ici, je trouvais ça intéressant de vous montrer un exemple des arbres fossilisés juste ici à Petrified Forest National Park en Arizona, qui est une ancienne forêt hein, qui date du Trias, donc 252 millions d'années, 201 millions d'années plus précisément, là, si vous voulez. C'est super intéressant parce que c'est en fait des arbres qui se sont fossilisés en quartz. Donc, ce qui est arrivé, c'est qu'il y a eu une éruption volcanique ou une inondation, là, je ne me rappelle plus, mais qui ont recouvert les arbres d'une couche de cendres, privant en fait l'oxygène. Fait qu'il n'y a pas eu de décomposition rapide. Et il y a eu de l'infiltration de silice liée à l'eau. Hein. Il y avait comme des fluides là, hydrothermaux, là, de l'eau riche en dioxyde de silice qui s'est infiltrée dans le bois enfoui. Cette eau-là contient beaucoup de silice, comme je vous disais, qui s'est dissoute et qui provenait probablement en fait de ces roches volcaniques-là. Et ça fait un remplacement cellulaire lentement et progressivement. En fait, c'est devenu du quartz. Et encore aujourd'hui, on peut voir cette ancienne forêt-là. C'est hyper intéressant là, et intéressant à visiter. Donc ici, les quartz, vous en avez des exemples. Et le groupe des feldspaths, qui représente 60% des minéraux qui composent l'écorce terrestre, ce qui fait de lui le groupe minéral le plus abondant de la surface de la Terre. Et sa composition chimique, hein, c'est constitué de tétraèdres de silice. Une partie, évidemment, est remplacée par de l'aluminium. Sa structure cristalline, ce qui la définit, c'est ses plans de clivage qui sont vraiment bien définis. Donc bref, le groupe des feldspaths, ouais. Donc, il y a deux groupes en fait dans les feldspaths. Il y a du alcalin puis du plagioclase. Là c'est un peu plus technique, mais bref, c'est dans les alcalins, c'est principalement des feldspaths qui varient dans leur composition en potassium et en sodium. Les plagioclases, c'est plus du sodium et du calcium, si vous posez la question. Donc, l'albite est très riche en sodium, donc c'est un plagioclase. L'orthose, la microcline que vous avez, très riche en potassium et en sodium, donc c'est un feldspath alcalin et non pas un plagioclase. Il existe, et ça vous allez le voir à travers le cours, ce qu'on appelle ici des diagrammes ternaires. Hein? Donc on va souvent utiliser des diagrammes de ce type-là pour catégoriser et faire une bonne interprétation des roches. Donc ces diagrammes ternaires-là ont des 3 axes. Donc vous allez voir, là, ces axes-là vont vous permettre de classifier plus facilement hein, ce que vous voulez faire comme interprétation. Donc si on regarde ici l'axe en fait du triangle, vous avez un axe de gauche qui représente les feldspaths alcalins qui sont riches en potassium et en sodium. L'axe de droite, ça représente les plagioclases, puis l'axe supérieur, si on veut, là, il indique le pourcentage qu'on appelle molaire de potassium, en particulier dans les feldspaths comme l'orthose. À partir des analyses que vous pourriez faire, vous pourriez plus facilement catégoriser hein, un minéral au niveau de la famille des feldspaths à la lumière de ses composantes. Donc, je vais juste vous montrer un exemple, parce que des diagrammes ternaires comme ça, on va en voir souvent. Donc, puis surtout, ils sont importants. Dans le cas des feldspaths ici, c'est parce que ça varie. En fait, la classification varie selon la quantité de sodium, de potassium, potassium puis calcium. Donc, c'est un peu les 3 axes ici qui nous permettent de replacer, en fait, les minéraux dans leur bonne case. Comme vous pouvez voir, la labradorite puis l'andésime, c'est relativement proche. Hein. Donc, il y en a un qui va contenir... en fait, selon les différents axes, je sais pas moi, une teneur en calcium et en sodium plus importante que potassium ou sodium. Hein? Donc, c'est ça qui va faire en sorte que la labradorite va être un peu plus à droite. C'est quoi? C'est parce qu'il est plus riche en calcium ou en sodium. Bref, ça vous donne un peu
Ça vous donne un petit peu état de quelle manière on fait ces classifications-là. Ici, vous avez un bel exemple de labradorite. Vous en avez un exemple aussi au laboratoire. Donc, la labradorite étant un minéral plagioclase de série feldspath riche en sodium et en calcium, justement. Donc, c'est un minéral connu. Hein, au Québec, on en a beaucoup du côté, évidemment, du Labrador. Donc, sur la côte nord également. Très joli, très très joli d'ailleurs. Et ici, vous avez un exemple de feldspath alcalin, une amazonite, qui s'apparente en fait à une microcline, là, évidemment. Donc, voilà. Donc, c'est joli aussi. Feldspath alcalin, c'est très riche en potassium, ce qui le différencie évidemment d'un plagioclase. Les tectosilicates, c'est évidemment les plus communs. Hein, c'est les minéraux les plus communs au niveau de l'échelle terrestre. Une composition chimique qui est constituée de tétraèdres de silice, SiO4. Chaque oxygène est partagé entre deux tétraèdres. Donc, les exemples, comme je vous disais, c'était le quartz, les feldspaths, les plagioclases. Donc, ce sont des matériaux, des minéraux essentiels des rochiniers. Donc, gardez ça en tête, on va avoir un cours sur les rochiniers. Donc, c'est la base pour la classification des rochiniers au niveau de leur classification. Donc, je m'arrête ici pour cette capsule-ci. Je vais en produire une troisième qui va vous aider maintenant à identifier les minéraux. Donc, donc elle va suivre dans quelques instants et de cette manière-là, on pourra voir quels sont nos outils disponibles pour pouvoir justement déterminer un peu les différents types là, de minéraux qu'on vient voir, silicatés, non silicatés, quelles sont les techniques qu'on peut utiliser justement pour les reconnaître hein, à l'œil nu et ainsi de suite, notamment pendant vos périodes de laboratoire. Donc, à tout de suite.